Madame la représentante du maire de Nancy, Muriel Colombo, Madame la commissaire à la lutte contre la pauvreté, Madame la représentante de l'Université de Lorraine, Mesdames et Messieurs les bénévoles et administrateurs de l'ARES et du CNAES, maîtres d'œuvre et d'ouvrage de ce colloque, Monsieur le Président du CDCA, Mesdames et Messieurs les acteurs associatifs engagés contre la pauvreté, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers amis. Malgré les aléas sanitaires qui ne nous permettent malheureusement pas de nous retrouver toutes et tous dans la maison commune départementale, je suis heureuse de vous accueillir et d'ouvrir cette journée de réflexion consacrée à la question de la pauvreté. Reporté à plusieurs reprises, ce premier colloque se tient enfin grâce à la pugnacité de ses organisateurs, à commencer par Jacques Bergeret, que je remercie pour son engagement. La tenue de cette rencontre en ce début d'année m'offre aussi l'occasion de vous souhaiter à toutes et tous beaucoup de bonheur et de joie en 2022 et pleine réussite à la démarche qui nous réunit. Dès l'origine de ce projet, le soutien du département vous était acquis, car une meilleure compréhension de la pauvreté est indispensable, notamment pour une collectivité qui, comme la nôtre, est engagée dans ce combat depuis de nombreuses années. Alors que la pauvreté avait baissé entre les années 70 et le début des années 90, elle a fortement progressé depuis 2008 avec l'accentuation des difficultés économiques liées à la crise à la crise financière, et peut-être que j'y reviendrai évidemment à la crise sanitaire. Mais 2008, vous le savez, c'est bien la crise financière. Aujourd'hui, en France, 14% de la population vit sous le seuil de pauvreté, dont un enfant sur 5. Un enfant sur 5. Bien entendu, nous sommes loin de la misère décrite par Victor Hugo et qui nous rappelle que pour assurer la survie de sa famille, certaines femmes vendaient leurs cheveux et leurs dents. Ne pas prendre la mesure de ce progrès qu'est la réduction sensible de la misère grâce principalement au droit à un revenu minimum, le RMI anciennement, hier, et le RSA aujourd'hui, nous exposerait à la désespérance. Et cela pourrait nous interdire de considérer que le prochain progrès souhaitable et possible est celui de la sortie de la pauvreté. Car le véritable défi de la pauvreté n'est pas celui de son accompagnement, pas uniquement en tout cas, mais bien celui de son dépassement. Évidemment, de nombreux obstacles se dressent devant ce nouvel horizon et certains sont parfois des arguments de la résignation. Et il faut les entendre, car comment ne pas douter de l'efficacité de nos politiques publiques quand on estime à 6 générations le temps nécessaire à une famille pour sortir de la pauvreté. Comment croire dans les valeurs républicaines quand la réalité sociale quotidienne les contredit jour après jour pour tant de nos concitoyens? Un regard sur les causes profondes de la pauvreté, celui que vous entendez élaborer et partager aujourd'hui, est par conséquent indispensable. À ce titre, permettez-moi de saluer la mobilisation des universitaires qui accompagnent vos réflexions pour leur donner la profondeur de l'histoire et de la recherche. Car si la pauvreté se définit par l'absence de richesse, cette dernière ne peut et ne doit pas s'apprécier uniquement sous l'angle économique et financier. L'insuffisance de revenus et l'absence de patrimoine immobilier caractérisent évidemment la précarité. Mais pour penser la pauvreté, comment ne pas convoquer les travaux de Pierre Bourdieu et son concept de capital culturel auquel se greffe celui de capital relationnel. Dans un monde fait de réseaux et d'interactions, l'addition des carences financières, culturelles et relationnelles rend les chemins de sortie de la pauvreté plus complexes et grippe durablement l'ascenseur social. Cette sclérose de notre modèle républicain, pour les plus fragiles d'entre nous, est sans doute
l'un des principaux défis pour tous les progressistes et humanistes d'aujourd'hui et de demain. L'école, l'éducation populaire, l'université sont l'humus de ce progrès. Même si parallèlement, les leviers de l'accompagnement global, insertion, suivi social, aide financière, doivent être bien évidemment activés. C'est la raison pour laquelle le Conseil départemental, garant des solidarités humaines, s'est engagé dès la fin des années 90 contre la pauvreté, un engagement initié par Michel Dinet et qu'il est indispensable de poursuivre aujourd'hui, car jamais l'État ne s'est mobilisé durablement pour la sortie de la pauvreté, ou en tout cas insuffisamment. Un grand regret de voir notamment l'abandon de la réforme promise des minima sociaux et du revenu universel d'activité par le gouvernement. Sa politique tend d'ailleurs plutôt à précariser davantage encore les plus pauvres. Je pense notamment à la suppression des APL. Je considère que c'est toujours une erreur. Moins de 1% du plan de relance consacré à la lutte contre la pauvreté, c'est bien évidemment insuffisant. La casse du régime d'indemnité chômage pour lesquels l'ensemble des partenaires sociaux n'étaient évidemment pas d'accord. Les mesures prises durant le quinquennat ont fait baisser le niveau de vie des 5% des Français les plus défavorisés, selon une étude de l'Institut des politiques publiques. À rebours de cette politique, je suis convaincue que la lutte contre la pauvreté est la mère de toutes les batailles pour tous les républicains attachés à la sociale, si chère à la gauche, de Jules Vallès à Pierre Mendès France, en passant par Jean Jaurès. Et je reste dans l'attente d'un projet politique national qui osera poser ce défi au cœur de ses ambitions. En attendant, et à notre échelle, au plus près des gens et des territoires, avec nos partenaires, le combat pour une vie digne et autonome continuera de guider la majorité que j'ai l'honneur d'animer. Il irradie toutes nos politiques publiques, de l'enfance au grand âge, en passant par l'insertion et l'emploi, la scolarité ou encore la lutte contre le surendettement et l'accompagnement global en action sociale. Sur la période couvrant l'année 2020 et le premier semestre de l'année 2021, par exemple, l'ensemble des actions menées contre la pauvreté par le département et ses partenaires peuvent être valorisées à hauteur de 15 millions d'euros. Parmi ces actions, l'accès a été mis à la nourriture est évidemment une priorité. La tarification sociale en cantine, qui était une des mesures du plan de lutte contre la pauvreté des enfants initié par Mathieu Klein, aboutit à un coût par repas, les premiers tarifs, de 50 centimes pour les collégiens des familles aux revenus les plus faibles, sur un coût de repas de l'ordre de 7,60 €. 2500 élèves en bénéficient. Bien que l'aide alimentaire ne relève pas strictement de la compétence départementale, mais de l'État, le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle est très engagé auprès des associations qui interviennent contre la précarité alimentaire. Outre l'acquisition de denrées, le département soutient également la création de cuisines pédagogiques, l'acquisition de camions de tournée d'aide alimentaire itinérantes, ou encore l'ouverture de dépôts alimentaires pour que les territoires soient plus autonomes et plus réactifs. Je pense par exemple au nouveau dépôt de Crunes, ouvert à la fin 2021 et que le département a contribué à financer. Dans ce territoire, 1110 familles sont accueillies, dont au moins 180 ont besoin d'une ou plusieurs aides alimentaires d'urgence. C'est grâce aux dizaines d'associations, 80 sont adhérentes à la Banque alimentaire par exemple, à ces bénévoles, au maillage qu'ils organisent dans nos territoires, à leur proximité avec les travailleurs sociaux du département ou des communes et des intercommunalités, que nous disposons d'un réseau efficace de distribution alimentaire. Mais le département intervient dans d'autres domaines. L'insertion et le versement du RSA, bien évidemment, mais aussi la prévention du surendettement. 42% des ménages surendettés vivent avec moins de 934 € par mois et ont un patrimoine inférieur à 2 000 €. Ils n'ont en général aucune capacité de remboursement ou très faible. Chaque année, près de 1 000 ménages surendettés sont accompagnés par le conseil départemental.
Nous voulons aller plus loin et lutter davantage contre l'habitat indigne et la précarité énergétique. Près de 2500 aides sont accordées chaque année aux ménages les plus modestes qui veulent accéder ou se maintenir dans un logement décent. S'y ajoutent 1500 interventions contre la précarité énergétique. Les fonds dédiés à ces aides, qui s'adressent aux foyers très pauvres, seront augmentés en fonction de la hausse des prix de l'énergie ou pour en étendre les bénéficiaires. De même, le département veut développer une complémentaire santé pour les jeunes de 18 à 25 ans en situation de vulnérabilité. Le département s'appuiera sur un dispositif déjà éprouvé pour les adultes au-dessus des seuils de ressources de la complémentaire santé solidaire et dont 400 personnes bénéficient déjà. Cette complémentaire santé s'ouvrira progressivement à toutes les personnes qui renoncent à une telle couverture pour des raisons financières. Enfin, et je conclurai par ce point, la nouvelle majorité départementale va s'engager dans l'expérimentation d'un revenu d'émancipation jeune. À l'instar d'Olivier de Schutter, rapporteur des Nations Unies pour l'extrême pauvreté et les droits humains, nous sommes résolument favorables à la création d'un revenu d'émancipation, se rapprochant du revenu de base. Il doit permettre aux jeunes en situation de précarité de se projeter et de faire face aux obstacles financiers qui jalonnent leurs premières années de vie. Loin de l'idée d'un tel revenu ferait tomber les jeunes dans l'assistanat. Cette solution permettrait au contraire à de nombreux jeunes d'être plus indépendants et de renforcer leur autonomie. Dès 2018, la Meurthe-et-Moselle a travaillé sur un scénario de revenu de base ouvert aux 18-25 ans. Nous restons déterminés à accompagner une réforme de cette nature dont la portée sera évidemment plus forte si l'État décide de s'y engager dans une perspective de généralisation. Voilà, chers amis, les éléments et les réflexions que je souhaitais partager avec vous ce matin et qui constituent une modeste contribution à vos travaux qui s'annoncent denses, si j'en juge par votre programme. Ils seront suivis avec attention et nourriront, soyons-en certains, les réflexions de la majorité départementale très engagée dans la rédaction de son projet de mandat. Un grand merci à vous.